Allô tout le monde, re-bienvenue au balado Les Voix de la réhabilitation par l'ASRSQ. Ici Mélina, votre animatrice habituelle. Aujourd'hui, on a parlé de la clientèle judiciarisée féminine. Donc, on était en compagnie de Ruth, directrice générale de la Société Elisabeth Frey du Québec, accompagnée de sa collègue Anne-Céline. Donc, un épisode vraiment intéressant sur justement la condition des femmes, tant dans les détentions, le système, comment est-ce qu'on peut desservir une femme, c'est quoi le profil type d'une femme judiciarisée. Donc, c'est vraiment très intéressant. Aussi, qu'est-ce qu'on peut faire en tant que société là, pour venir en aide aux personnes judiciarisées, femmes, pour éviter un cycle. On a beaucoup parlé là, d'un cycle de porte tournante, là, un cercle vicieux dans lequel les femmes se retrouvent régulièrement. Donc, en fait, je vous invite là, à rester jusqu'à la fin pour pouvoir en apprendre plus sur le sujet, puis partager là, vraiment aux gens de votre entourage. Bonne écoute. Bonjour, mesdames. Bonjour. Comment vous vous sentez? Bien. Ouais. On est content d'être ici. Ben moi aussi, je suis très contente. En fait, vraiment, là, après, c'est l'épisode qui clôt la deuxième saison. Donc, c'est vraiment le fun de vous avoir avec nous aujourd'hui. Si vous voulez, vous commencez par vous présenter, là, nous dire qui vous êtes, d'où vous arrivez. Tu veux commencer, Ruth? Je peux bien commencer si tu veux. Alors, moi, je suis Ruth Gagnon. Je travaille à la Société Elisabeth Frey depuis 1988. Alors, je suis criminologue de formation. Je suis sortie de l'université en 1980. Et les 8 premières années, je travaillais avec une clientèle masculine. Puis, depuis 88, je travaille exclusivement avec une clientèle féminine. Et j'ai toute fait ma carrière dans le secteur communautaire. Alors, j'ai toujours travaillé pour des organismes communautaires dans la communauté pour la clientèle qui est en réinsertion sociale. Bon, alors, à la Société Elisabeth Frey, j'ai été embauchée comme directrice clinique pour travailler à la maison Thérèse Casgrain, notre centre résidentiel communautaire. Ensuite, en 2004, je suis devenue la directrice générale. Puis, depuis 2004, directrice. Oui, directrice générale de la Société Elisabeth Frey. Ça comprend quoi, à part la maison Thérèse Casgrain, c'est quoi les autres? La Société Elisabeth Frey a vu le jour en 1977 avec objectif d'offrir des services aux femmes judiciarisées, principalement à la sortie de prison. Donc, l'organisme s'est développé au fil des décennies, puis en fonction aussi des besoins des femmes. À l'époque, il n'y avait absolument rien pour les femmes dans la communauté. Les maisons de transition commençaient à émerger. Sont apparues, les premières maisons de transition pour la clientèle masculine sont apparues dans les années 60. Alors, la société, son premier mandat, ça a été d'acheter une maison pour permettre aux femmes, à leur sortie, de commencer un processus de réinsertion sociale dans un lieu où elles seraient supportées, soutenues et aussi encadrées, etc. Alors donc, la maison a vu le jour en 1980, la maison Thérèse Casgrain. Fait que on est commencé tout petit. Ensuite, on a commencé à travailler sur des programmes qu'on pourrait offrir aux femmes en milieu carcéral. Alors, on a commencé à mettre sur pied des programmes en prison. Ensuite, on a aussi développé un programme de surveillance communautaire en 2007. Le gouvernement, à ce moment-là, les services correctionnels nous ont offert l'opportunité à tout le réseau communautaire aussi, pas seulement qu'à nous, aux hommes et aux femmes. Une partie de la clientèle qui était suivie par des agents de probation a été transférée au secteur communautaire. Donc, à partir de 2007, on a fait le suivi des femmes qui étaient en ordonnance de probation, en sursis, en libération conditionnelle. Le dernier programme qu'on a mis sur pied, c'est un programme sur l'exploitation sexuelle qu'on donne à l'établissement Leclerc. On travaille aussi en collaboration aussi avec les services correctionnels du Canada. On a offert aussi des programmes en prison à l'établissement Joliette. C'est tellement, excuse-moi, c'est tellement complet, la société. C'est moi, je partais, je m'en disais, OK, fait qu'à part Thérèse Casgrain, il y a quoi d'autre? Puis là, il y a tellement de choses. Puis là, on oublie de te présenter. Fait que je vais juste faire une petite pause pour que tu puisses, pour que notre autre invité se présente. Puis on reviendra sur tous les beaux programmes de la société.
Donc, moi, je m'appelle Anne-Céline Genevoix. Je suis coordonnatrice au programme et au développement. Je suis arrivée à la Société Elisabeth Frey par le biais de l'art communautaire. Il y a une dizaine d'années. Et après, donc, j'ai collaboré sur ces projets d'art communautaire. Et après, j'ai eu la chance, en fait, d'être embauchée à la Société Elisabeth Frey. Donc, j'ai commencé comme agente de développement. Et maintenant, donc, je travaille sur la coordination des programmes et aussi sur le développement, donc sur la gestion puis l'implantation de projets aussi spéciaux. Donc, on pourra parler. Puis, en effet, donc, la société, il y a beaucoup de projets différents. Donc, il y a les services qui sont les services que peuvent offrir, en fait, des centres résidentiels communautaires. Mais après, c'est sûr que c'est un peu plus dense puisque l'organisation, c'est vraiment adapté, en fait, aux besoins changeants des femmes. Puis, on est l'unique organisation qui travaille justement avec la clientèle féminine. Donc, ça... Au Québec? Au Québec. Okay. Donc, ça en fait vraiment une travaille exclusivement avec... c'est ça, exclusivement. Notre mission est vraiment dédiée exclusivement aux femmes judiciarisées. On donne aussi des services dans d'autres régions. En Outaouais, on a un point de service en Outaouais, et on a aussi maintenant un point de service dans la ville de Québec. Okay. On peut pas nécessairement l'offrir à l'ensemble de la population, mais on essaie d'en faire le plus possible. Est-ce que vous avez l'impression que de toute façon, ça se centralise beaucoup à Montréal? À Montréal, bien, c'est une grande ville. Hein, il y a assez de personnes pour qu'on puisse développer des services. C'est ça le problème aussi avec les femmes judiciarisées, c'est que c'est un groupe, petit groupe, hein, dans le système pénal. Ils sont pas nombreuses. Il y a peu de femmes judiciarisées. Hein. Alors donc, à ce moment-là, il y a un enjeu pour leur offrir des services spécifiques parce qu'il faut qu'il y ait un nombre suffisant de femmes pour développer des services. Alors donc, ça, c'est un enjeu. Fait que il y a beaucoup de programmes qui se donnent à Montréal, naturellement, parce qu'il y a plus de femmes dans nos services là-bas. Mais dans nos points de service, on offre à peu près le même échantillonnage de programmes. Alors, c'est le fait qu'elles soient un petit nombre dans le système pénal, c'est un enjeu. Puis c'est pas sans conséquence aussi pour elles, hein? Parce qu'elles sont peu nombreuses, c'est difficile de leur offrir des choses de façon plus spécifique. Pour donner un ordre de grandeur, les femmes, pour toutes les personnes reconnues coupables d'une infraction criminelle, les femmes représentent à peu près 20% de l'ensemble des personnes qui sont reconnues d'une infraction criminelle, qui ont plaidé coupables et qui sont reconnues d'une infraction criminelle. Au Canada. Au Canada. Alors, pour le Québec, elles occupent à peu près 10% des personnes qui sont emprisonnées dans un centre de détention. Puis pour les personnes qui sont accusées qui ont une sentence de plus de 2 ans dans un pénitencier, elles représentent à peu près 7% de la population canadienne. Au Québec et au Canada, à peu près. La population carcérale. Carcérale. Donc, c'est la population, on parle de 3000 femmes qui sont admises au centre de détention Leclerc pour l'équivalent de 28 000 hommes. Hein? Alors, tu peux voir un peu que les femmes, ce sont un petit groupe. Alors aussi, ça a eu comme conséquence que elles ont un peu été longtemps dans l'angle mort des services correctionnels. Hein? On s'est pas trop préoccupé d'eux parce que en fait, elles représentent pas nécessairement un risque sécuritaire pour la sécurité publique. On entend peu parler d'elles. Ouais, on entend peu parler d'elles. Elles sont peu vindicatives aussi. Ouais, elles font moins de bruit en fait. En tout cas, elles vont moins défendre leurs conditions de détention. Elles vont moins faire valoir leurs droits. Ouais. Alors, ce qu'il a fait, c'est que elles ont hérité des politiques, puis aussi d'un mode de gestion correctionnelle qui s'est développé en fonction des besoins de la clientèle masculine. Fait que cet héritage-là, ça a pour conséquence que en termes de les établissements carcéraux, ont pas été
construit pour les besoins de la clientèle féminine. Tu sais, parce que les femmes dans le milieu carcéral, elles n'ont pas besoin d'énormément de vivre dans un environnement très sécuritaire. Alors, les établissements provinciaux, par exemple, c'est des environnements assez sécuritaires. Alors, donc, les femmes, à quelque part... Qu'est-ce qu'on veut dire? On veut dire comme que ça avait été pour une sécurité maximale, comme si c'était... Médium maximal. Plus dans des lits plus dangereux, puis finalement, ils se retrouvent... Dans un environnement comme celui-là, puis elles n'ont pas besoin de ça, tu sais, des environnements où on va... où la sécurité, tu sais, le béton, on va utiliser des matériaux comme le béton, etc. Tu sais, elles peuvent vivre elles n'ont pas besoin de ces infrastructures-là, de ces infrastructures-là. Alors, donc, ça a pris quand même beaucoup de temps avant qu'on puisse reconnaître que ces établissements-là sont pas adéquats pour les femmes. L'autre élément aussi, c'est que les femmes étant peu nombreuses, au Québec, il y a 2 prisons, en fait, qui s'adressent spécifiquement à elles. Il y a l'établissement Joliette, qui est un pénitencier fédéral, et il y a la prison provinciale, l'établissement Leclerc. Donc, si tu viens de la Côte-Nord, tu es à plusieurs centaines de kilomètres de ton lieu de résidence. Et ça aussi, ça a un impact pour les femmes. Ça leur empêche de maintenir des contacts avec leur famille durant le temps de l'incarcération. Ils ne reçoivent pas de visite de leurs enfants, peu de contact avec leurs enfants. Alors, ils sont très loin de leur lieu de résidence. Puis ça a des conséquences aussi pour elles. Ça les isole, puis ça les isole. Puis c'est aussi pour la réintégration sociale non plus. C'est pas facile d'être. Alors, fait que quand on dit qu'il y a des conséquences pour les femmes, ça fait partie de ces conséquences-là. Alors, nous, on travaille dans un objectif de sensibiliser le gouvernement à leur réalité, puis qu'on finisse par qu'on puisse développer une gestion correctionnelle sexo-spécifique. C'est un peu ambitieux, mais on le souhaite. Puis d'avoir aussi que le gouvernement investisse dans des infrastructures qui sont adaptées pour les femmes. Tu sais, on pourrait même aller penser plus loin que ça. On pourrait même penser que la prison pourrait être une mesure de dernier recours, puis penser éventuellement pour l'avenir de mesures plus alternatives à l'incarcération et de mesures de déjudiciarisation qui je pense, conviendraient mieux à la réalité des femmes. C'est quoi, justement, tu sais, on parle des besoins différents de par leur sexe, mais aussi de par plusieurs autres enjeux. C'est quoi le profil d'une femme judiciarisée? C'est qui une femme judiciarisée? Je sais pas si... Tu veux en parler? Tu peux y aller. D'être avec la directrice générale. Non, mais les femmes judiciarisées, en fait, c'est la première chose un peu, je pense qu'il faut comprendre, c'est que la pauvreté, elle joue un rôle important dans la judiciarisation des femmes. Beaucoup de femmes proviennent de milieux très défavorisés. Puis une des conséquences, c'est que la pauvreté aussi, c'est un terrain très fertile pour l'émergence de problèmes psychosociaux. Hein? Alors donc, quand tu es dans une situation de grande vulnérabilité au plan socio-économique, il y a un risque plus important que tu sois judiciarisé. Je veux pas dire que parce que tu es pauvre, tu vas aller en prison, puis que je veux pas non plus généraliser en disant que toutes les personnes pauvres commettent des délits, c'est pas vrai. Mais le risque est beaucoup plus important que pour régler tes problèmes, tu prennes des options qui sont qui te mettent en conflit avec la loi. Hein? La criminalité féminine, c'est une criminalité beaucoup de survie.
Quand tu rentres dans une prison, tu te rends compte que les femmes qui sont là, on sent qu'ils viennent d'un milieu, qui ont pas été très gâtés par la vie, qui ont vécu des vies très difficiles. Puis, ce que tu vas retrouver aussi, c'est des femmes qui ont beaucoup plus de problèmes de santé, des problèmes importants au plan de la santé, des problèmes de santé mentale, des problèmes de dépendance. C'est documenté, la dépendance des femmes face aux psychotropes ou à l'alcool est beaucoup plus sévère que leur vis-à-vis masculin. Leurs problèmes psychosociaux sont beaucoup plus importants que par rapport à un homme qui est dans un établissement carcéral. Donc, c'est des femmes qui ont eu une vie difficile, puis qui ont choisi pour s'en sortir souvent une solution qui les a mis en conflit avec la loi. Alors ça, donc, quand on veut travailler avec ces femmes-là, puis on veut les aider à se réintégrer socialement, il faut que on tienne compte de ces éléments-là. C'est des femmes aussi qui ont vécu une victimisation très importante. Ouais. Abus sexuels, violence conjugale, inceste durant l'enfance, etc. Fait que ça, c'est des éléments qu'on doit tenir compte. Fait que c'est comme avant de devenir elles-mêmes auteurs de quelconque délit, elles ont été victimes pour la majorité. Est-ce que vous avez... Les chiffres sont très impressionnants. On parle de 80% de femmes qui sont incarcérées, qui disent avoir vécu vraiment des agressions sexuelles, familiales ou dans l'enfance. Donc, c'est quand même un chiffre qui est assez impressionnant. Donc, c'est sûr que la victimisation, en fait, des femmes, c'est aussi un enjeu puis une particularité, en fait, chez la clientèle judiciarisée féminine. Puis sur la question de la pauvreté, moi, ce que je trouve aussi intéressant de souligner, ce qu'a amené Ruth, c'est que on est dans une pauvreté qui est certes économique, mais pas uniquement, en fait. On observe vraiment une pauvreté qui est de diverses formes, puis elle va être vraiment aussi au niveau potentiellement éducationnel, au niveau de la santé, au niveau culturel, etc. Puis on le voit, en fait, chez les personnes qui ont été familialement élevées dans un milieu plus défavorisé, en fait, on voit que ça a une limitation sur les choix, en fait, que tu peux opérer dans la société. Puis c'est quand même une vraie question à poser dans nos sociétés actuelles, parce qu'on est quand même dans des contextes où on finit par judiciariser la pauvreté. Puis c'est quand même une préoccupation et quelque chose qui doit être souligné, puis peut-être réglé justement par des choses, par des programmes de déjudiciarisation, par d'autres façons, en fait, d'intervenir. Justice alternative, réparatrice, etc. Puis ce qui est intéressant dans le travail que mène la Société Elisabeth Frey, c'est qu'on est vraiment, on arrive à plusieurs moments, en fait, on est en train de suivre vraiment toute la trajectoire pénale de la femme. Donc, on a un programme qui arrive pour des cas de première infraction avec le programme Ève. Donc, on est vraiment sur des crimes à caractère économique. Donc là, c'est avant qu'elles aient été judiciarisées et condamnées. OK. Et ensuite, elles vont passer dans le système, elles vont être incarcérées. On intervient pendant toute cette période-là. Après, il y a la période en communauté où on intervient à différents niveaux, notamment avec la maison de transition, mais aussi les programmes de surveillance communautaire. Et là, on vient de lancer un nouveau projet sur un projet d'accompagnement, en fait, sur la suspension du casier judiciaire. Donc, on est vraiment contente parce que c'est comme si on bouclait un peu la boucle de toute cette trajectoire, où aussi il y a quand même de graves conséquences, en fait, à avoir un casier. Et aussi les femmes, elles ont tendance à pas nécessairement vouloir en parler. C'est très caché, en fait. Elles ont l'impression que c'est marqué sur leur front, en fait, quand elles sortent de prison puis qu'elles sont avec nous en maison de transition. Elles veulent pas être vues dans les programmes, dans les projets d'art communautaire. L'enjeu de montrer leur visage, c'est toujours un très gros enjeu. Là, même parler à la radio, ça a été un enjeu dernièrement sur notre projet. Elles avaient peur d'être reconnues encore juste plus de la voix. Revictimisées, là, ouais, c'est ça. Mais d'ailleurs, ça m'amène justement, j'ai l'impression que c'est notre vision des femmes et des hommes judiciarisés en tant que société est très différente. On dirait que, puis tu sais, c'est toxique, mais un homme judiciarisé, des fois,
il s'est réhabilité, c'est bon, bravo, tu sais, t'as bien fait ça. Puis tu sais, on a un comportement quasiment de glorification, puis je suis pas en train de dire que c'est correct, mais versus une femme, c'est comme si elle reste un peu puis je comprends là qu'elle veut pas justement se mettre de l'avant, parce qu'on dirait que ça on a une vision de la femme qui doit rester douce, qui est pas qui va pas s'enrager, qui a pas de problème de violence, qui va pas commettre quelconque délit, puis là finalement elle se retrouve judiciarisée. Puis j'ai l'impression qu'en tant que société, on va encore plus justement marginaliser une femme qui complètement. Mais c'est un peu en lien, c'est le lien, c'est un peu parce que on est les femmes, on est éduquées c'est notre processus de socialisation dans le fond qui fait que la société nous perçoit comme des personnes qui doivent prendre soin d'eux autres, hein, des autres. Hein. Ouais. La société attend ça de nous. Alors, quand une femme se retrouve en prison, c'est clair qu'elle répond pas aux attentes sociales. Hein. Alors, les femmes sont sensibles à ça, puis elles intègrent aussi la stigmatisation sociale. Elles se dénigrent beaucoup, ouais, puis elles ont honte de ce qu'elles ont fait. Ça joue aussi sur leur confiance en soi, ça joue sur leur estime de soi. Alors, il y en a, il y a des femmes qui peuvent avoir des comportements d'autopunition. Il faut. Alors donc, c'est des éléments sur lesquels on doit travailler avec elles pour les aider. Il y a plusieurs femmes quand ils sortent de prison, ils sont convaincus que quand ils marchent sur la rue, les gens le savent qu'elles sortent de prison. C'est vraiment. Alors le travail qui doit être fait, c'est de leur redonner confiance, puis de leur apprendre à avoir aussi un regard plus bienveillant envers elles-mêmes, tu comprends? Fait que ça, puis on n'a pas ce regard-là envers un homme qui est judiciarisé, à la limite, tu sais, la société face à un homme qui est judiciarisé, bon, on peut dire que les gens sont pas nécessairement d'accord avec le fait que la personne a commis un délit, mais chez les femmes, ça dérange de savoir qu'une personne se retrouve en prison, une femme se retrouve en prison, surtout que, ça veut dire elle abandonne aussi les conséquences aussi. Les femmes qui ont des enfants, elles abandonnent leurs enfants. Fait qu'elles sont jugées, moi, personnellement, je considère qu'elles sont jugées plus sévèrement. Ouais. Ouais, tout à fait. Ouais. Elles ont tendance à nous le dire. On en entend beaucoup parler, en fait, aussi cette culpabilité en sortant, puis à se rejuger, en fait, quand elles sont en maison de transition, à se dire, mais pourquoi j'ai fait ça, puis je m'en sortirai pas, en fait, on va me reconnaître. Et le fait aussi de renouer des liens avec la famille, c'est vraiment, on voit que c'est une grosse préoccupation, en fait, à la sortie de prison qu'elles ont. Donc, que ce soit reprendre le contact avec leurs enfants, mais aussi avec leurs frères, leurs sœurs, leurs parents. Puis c'est pas si... Ça a l'air simple comme ça, mais on le voit, en fait, on cohabite quand même avec ces femmes-là au quotidien. Une maison de transition, c'est un milieu de vie. C'est vraiment, moi, tous les matins, j'arrive, je vais dans la cuisine et puis je vais prendre des céréales et un café et elles sont là. Enfin, c'est vraiment un milieu de vie. Donc, on les voit quand même dans des moments, un moment très spécifique qui est quand même compliqué pour elles. Et on voit leur vulnérabilité. On voit vraiment, en fait, les enjeux parce que souvent, elles vont sortir de prison. Puis, évidemment, on va être content, en fait, que la personne sorte de prison. Mais il y a quand même ce qu'on appelle, Ruth nomme souvent, en fait, ce deuxième choc, en fait. Il y a le premier choc, c'est l'incarcération. Mais après, il y a le deuxième choc, c'est le retour en communauté. Puis là, c'est faire face, en fait, à tous les défis, finalement, que tu avais laissés avant ton incarcération et tous les problèmes aussi. Puis après, les relations interpersonnelles qui ont continué, en fait, la famille, elle a continué de vivre, d'avoir des histoires, etc. Mais là, il y a eu un manque, donc il y a une histoire qui est plus là, puis il faut recréer du lien. Puis ces liens-là sont pas si simples, en fait,
à recréer. Et c'est très difficile chez les femmes on voyait en fait quand on faisait des recherches pour les projets spécifiques qu'on développait, puis aussi en art communautaire, on voyait un intérêt vis-à-vis de la pré-employabilité. Enfin, il y avait un objectif vis-à-vis de ça parce qu'on rémunère les femmes qui travaillent sur nos projets. Et on voit aussi que les femmes, elles ont moins tendance à la sortie de détention à venir vraiment se concentrer sur la recherche d'emploi. Pas parce qu'elles sont paresseuses ou c'est pas du tout ça, mais parce que justement les problèmes en fait d'ordre interpersonnel prennent beaucoup de place, puis sont une grosse préoccupation pour les femmes. Mais c'est ça que j'ai l'impression aussi que tantôt tu nommais, j'ai l'impression que la réhabilitation sociale en soi est plus difficile. De par, justement, tu sais, tu as nommé la honte aussi, tu sais, de se flageller, de ce que tu as fait, etc. Est-ce que vous avez l'impression que les femmes s'isolent plus, justement, puis que c'est difficile pour eux de retourner parce qu'ils sont vraiment en prise avec une culpabilité, une honte, puis que ça les empêche d'avancer ou que ça les empêche de... Mais je laisserai Ruth répondre. Il y a juste un élément, moi, ça me touche parce que il y a une des femmes avec qui on a travaillé dans les projets d'art communautaire, puis j'en avais déjà entendu parler, qui m'avait dit, moi c'est une dame qui a plusieurs enfants, qui est très, la famille c'est très importante pour elle, et elle avait décidé pendant sa période d'incarcération de couper tout contact avec la famille. Puis on le voit en fait, les femmes sont quand même plus isolées en fait pendant la période d'incarcération et même font le choix de ne plus nécessairement fréquenter la famille parce que c'est trop difficile. Et ça m'avait vraiment, ça m'avait bouleversée. Elle parle aussi beaucoup du manque d'amour, tu sais, qu'elles ont pu recevoir aussi. On revient sur la victimisation, etc. Mais et ce moment où elles veulent pas faire vivre ça en fait à leur entourage. Puis ça c'est très c'était triste, mais c'est quand même intéressant parce que chez les hommes, dans les périodes d'incarcération, les hommes sont beaucoup aidés, puis tant mieux, hein, mais il y a beaucoup de soutien de la communauté parce qu'une personne incarcérée, elle a besoin quand même de services, on va dire, elle a besoin d'avoir peut-être des vêtements quand elle est en prison, donc la famille va être un support, puis il y a beaucoup d'associations citoyennes qui peuvent se former, on voit beaucoup aussi aux États-Unis, en fait, ce soutien, puis ces associations-là, en fait, ce soutien, c'est les femmes qui l'apportent. C'est ce que je m'en allais dire, ouais. Voilà. Et quand, en fait, les femmes sont judiciarisées et incarcérées, ce soutien-là est moins. Donc, on en revient aussi au rôle social des femmes dans la société en général, qui sont vraiment là pour prendre soin de la famille, et il y a quand même un manque qui est réel. Il y a beaucoup de femmes qui, lors de l'admission, déclarent être seules, célibataires, pas de conjoint, sont seules. Que ça, c'est un enjeu important. La solitude, là, c'est un enjeu important chez les femmes. Puis, par rapport à la question, quand on travaille avec une femme à favoriser sa réintégration sociale, tant qu'elle a des préoccupations par rapport à sa famille ou par rapport à ses enfants, ou que son anxiété est très élevée par rapport au retour en communauté, tant qu'elle est pas, on n'a pas travaillé pour faire diminuer l'anxiété, là, ça sert à rien de parler de projet de retour au travail. Tu sais. Pour certaines, là, ça passe par une période, il faut vraiment qu'elle se dépose quelque part, puis qu'on travaille un peu plus l'estime de soi, puis de régler tout ce qui la préoccupe. Après ça, elle va être capable d'aller vers un objectif d'intégration au travail. Il y a beaucoup de femmes qui ont jamais travaillé dans un milieu déclaré, qui sont en prison, ont toujours travaillé dans des réseaux, font des trucs un peu en dessous de la table. Leur expérience de travail, souvent, elle peut être très limitée. Alors donc, d'autant plus d'abord, elles ont peu d'expérience de travail, elles ont une piètre estime d'elles-mêmes, fait que ils ont beaucoup d'éléments à surmonter avant d'avoir la capacité de pouvoir s'affirmer, puis aller vers l'autre, puis aller vers se trouver un emploi. Puis ça, mais il faut aussi souligner que il y a aussi d'autres femmes qui rentrent en prison qui n'ont pas aussi nécessairement ces problèmes-là, parce que les personnes qui sont les femmes judiciarisées, ben c'est quand même
un groupe qui est assez diversifié aussi. Tu sais, il y a des filles il y a des femmes qui ont plus d'habiletés, qui ont plus d'outils, que le passage en milieu carcéral, c'est un peu un accident de parcours, avec un peu d'aide à la sortie, un support, un soutien. Après, ils vont reprendre leur envol, puis ça va bien aller. Puis il y a d'autres personnes pour qui la trajectoire personnelle et la trajectoire carcérale, bien, c'est quelque chose qui va être, c'est une voie qui va être empruntée sur des fois plusieurs années. Tu sais. Ils vont peut-être revenir dans le système carcéral, ils vont revenir dans notre ressource, on va continuer de travailler avec elles. Tu sais, ça peut prendre des fois pour certaines femmes plusieurs années avant de réussir à vraiment se réintégrer socialement et ne plus avoir recours à des stratégies qui vont la mettre en conflit avec la loi. Tu sais, c'est pas quelque chose qui se règle en une fois. Là. Souvent, ça peut prendre du temps, mais ben, nous, on a cette chance-là parce qu'on est la seule ressource qui fait ce travail-là. Fait qu'elles reviennent et on continue de travailler avec elles. On les connaît, puis on est... C'est pas qu'on est contente qu'elles reviennent, mais quand elles reviennent, on est content de les voir. On est content aussi qu'elles ont choisi l'option de revenir dans nos services parce qu'elles pourraient aussi choisir l'option de terminer leur sentence en prison, puis de pas avoir d'accompagnement à leur sortie. Elles choisissent vraiment quelque chose qui est de retour dans nos programmes. Puis c'est parce qu'il y a un désir chez elles de faire quelque chose de différent, tu sais, de sortir de leurs problèmes. Oui, puis c'est vraiment important cet élément-là parce que je pense qu'on sous-estime quand même en tant que société l'impact de l'incarcération sur les personnes, puis sur les femmes principalement. Quand on parlait en fait du lien avec la pauvreté, enfin que la pauvreté est un terrain fertile à la judiciarisation, mais après c'est un cercle vicieux en fait. La judiciarisation accentue la pauvreté. Donc c'est difficile après de venir à partir du moment où t'as déjà beaucoup de problématiques à régler, si on parlait juste au niveau de la santé mentale ou par exemple de la consommation. Donc si tu n'es pas entouré, puis si on te donne pas en fait plusieurs possibilités puis choix en fait, et qu'on t'accompagne en fait dans ces éléments-là, puis c'est là où en fait où les maisons de transition sont vraiment un super établissement, tu sais, qui permet vraiment de travailler la réinsertion sociale des personnes. Et aussi, ça permet de quand même poser cet élément-là où tu sais, ça repose pas uniquement sur l'individu. C'est pas juste la responsabilité individuelle de la personne. T'sais. Bien évidemment que la personne, elle fait ses propres choix, puis elle va avoir son propre parcours, mais je pense qu'on a vraiment une responsabilité sociale en tant que société, parce que la réintégration sociale, ça se fait à plusieurs. Si la personne si la femme, et on l'a déjà vu, les femmes, quand elles cherchent un emploi, quand elles ont peur, en fait, de la fameuse question qui arrivera en entrevue. C'est un cas judiciaire. Exactement. Donc, et puis, on en parle, on leur propose des stratégies, comment réagir, et puis se préparer à cette question-là aussi, même après dans des rencontres plus amicales ou etc. Puis ça, c'est quand même, c'est des choses qu'il faut se poser comme question, parce que qu'est-ce qu'on veut comme personne, en fait, autour de nous. La plupart des gens sortiront de prison. On n'est pas dans un monde, en fait, où... Les gens sont là à vie. Voilà, non. C'est plus dans les films, ça. Ouais. Donc, en tant que société, moi, je pense qu'on a vraiment du chemin à faire. Puis, on a à reconnaître, en fait, ces personnes-là et à baisser nos préjugés, puis aussi à voir le travail qui est fait par le milieu communautaire pour offrir des services, puis faire de ces personnes des gens plus avec un plus gros sac à dos, je dirais, puis une boîte à outils assez performante. Puis comme Ruth, elle disait, puis toi aussi, t'as fait le pont aussi là-dessus, dans le sens que, tu sais, on le dit que la pauvreté, c'est un enjeu très important, puis c'est souvent le profil de la clientèle judiciarisée féminine. Puis la pauvreté, ça vient avec plein de choses, tu l'as nommé, consommation, santé mentale, etc. Puis tu sais, comment
penser que c'est concevable que le lendemain de sa sortie de prison, elle va se trouver un emploi quand que ben c'est difficile de se lever le matin. Tu sais, si t'as pas de loyer, si t'as pas d'argent pour te nourrir, comment est-ce que tu peux être productive au travail? Comment, tu sais, il y a tellement de besoins non criminogènes à répondre avant de pouvoir se concentrer sur une réintégration sur le marché du travail, intégration pour celles qui ont jamais travaillé ou peu, puis réintégration pour tu sais, il y a comme tellement d'aspects sous-jacents, puis justement clairement systémique. Exactement, c'est la ça. question du logement, on peut quand même la souligner en ce moment au Québec. On le voit, nous, que les femmes, elles ont des difficultés mais ça, au plus Québec, grandes. faut se donner ça, là, le gouvernement a compris ça. C'est-à-dire que le réseau des centres résidentiels communautaires a été développé avec l'aide, le soutien gouvernemental. Tu sais, faut être réaliste, là, ces ressources-là qu'on offre, on permet c'est une initiative au Québec là, qui est maintenant on reçoit beaucoup de visiteurs de l'étranger qui viennent voir ce modèle-là. Ah ouais, OK. Ce modèle-là, les centres résidentiels communautaires, parce que l'enjeu, ce que le centre offre, l'approche qui est utilisée, c'est que la personne, à l'intérieur de sa sentence, on est vraiment dans la continuité de la sentence, peut, à partir du 6e ou du tiers de la sentence, utiliser une sortie prématurée pour continuer leur sentence dans un centre résidentiel communautaire. Mm-hmm. C'est soit qu'ils sont sous la responsabilité des programmes de sortie de la prison pour les moins de 6 mois, ou sous la responsabilité légale de la Commission québécoise des libérations conditionnelles pour les personnes qui ont des sentences de plus de 6 mois. Alors, au lieu de continuer ta sentence dans un établissement carcéral, tu as la possibilité de te qualifier pour aller dans un centre résidentiel communautaire, continuer cette sentence-là, où tu vas te retrouver dans un milieu qui est beaucoup plus proche de ce que la vie de la vie au quotidien, ce qu'on peut tu as plus de liberté, tu peux sortir le jour pour aller travailler, on t'offre pendant un certain temps, t'es logé, t'es nourri, t'as pas à te soucier de ta survie, t'es concentré sur ta réhabilitation. Puis tu es accompagné au quotidien, c'est quand même un avantage. Là. Je veux dire, il y a du personnel dans ces centres-là, le jour, le soir, la nuit, 7 jours sur 7, 24 heures par jour. Alors, tu es accompagné dans ce processus-là pour te permettre d'arriver à ton objectif, puis te préparer à retourner dans la communauté. C'est le moyen le plus sûr pour réussir sa réinsertion sociale. C'est efficace. Bon, c'est sûr que ça demande quand même à la personne d'avoir la motivation de le faire, puis d'être honnête dans sa motivation. Il y a un travail. La personne est quand même, elle a un travail sur soi à faire. C'est pas si facile que ça. C'est peut-être plus exigeant que les personnes le pensent quand ils postulent pour ce type de programme-là, mais il reste que c'est très efficace. Puis au Québec, ben le gouvernement a compris ça, puis depuis le début des années 70, ces programmes-là sont supportés par l'État. Et ça nous permet de leur offrir un soutien à la sortie de prison, puis aussi faire en sorte que les gens ne récidivent pas puis retournent dans le système carcéral. Parce que un séjour dans une maison de transition, c'est beaucoup moins coûteux pour la société que de construire une nouvelle prison. Et d'incarcérer les gens. D'incarcérer les gens, ça c'est très... C'est assez évident. Là. C'est vrai qu'en France ou en Belgique, ce sont des programmes qui n'existent pas, les maisons de transition. Et on a reçu plusieurs en effet, visites là-dessus. Et on a eu des articles aussi où ils sont très envieux de ce système-là. Donc c'est une exception au Québec. Avez-vous l'impression que les femmes, justement, obtiennent plus leur 6e, puis est-ce qu'ils sont plus sujettes à avoir des libérations conditionnelles?
Je pense que d'une part, en fait, oui, parce que dans les faits, la criminalité féminine, c'est une criminalité qui est peu axée contre la personne. Donc, elles présentent elles sont considérées comme au plan de la gestion du risque, une gestion du risque beaucoup plus faible. Alors, de sorte que oui, c'est vrai que oui, elles se méritent, elles se qualifient mieux pour des programmes comme celui-là. Puis ensuite, les femmes, ils sont peut-être un petit peu plus réceptives à l'aide aussi, je veux dire, dans le sens demande de l'aide aussi, du soutien. Mais on observe quand même depuis plusieurs années une forme de désistement à des programmes de sortie comme celui-là, parce que je vous dirais que des fois c'est perçu comme étant des programmes difficiles à réussir, c'est-à-dire que depuis quelques années, depuis plusieurs années, il y a eu un durcissement dans les conditions de remise en liberté. Fait que le système de carcéral ou le système pénal fait que on exige on leur donne beaucoup plus de conditions. Puis plus tu as de conditions, plus tu as de risque aussi de briser tes conditions. Fait qu'il y a une perception dans la population carcérale, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes, que c'est le programme de maison de transition, c'est un programme qui ils ont peur de ne pas le réussir, ils ont peur de l'échec. Les femmes en plus, ils ont tendance aussi à quand ils sont installés dans quelque part, pour elles c'est difficile d'envisager d'aller se réinstaller ailleurs dans un autre endroit. Tu sais, elles ont toujours un peu peur de ne pas être à la hauteur ou de pas être capable. Il faut travailler ça. Il faut vraiment que le personnel en milieu carcéral explique plus le programme, les encourage à aller de l'avant, à postuler pour faire leurs demandes. Tu sais, ça prend un peu mais en général, la clientèle féminine elle est bien perçue pour faire ce type de programme-là. Ça crée toute la différence quand même de la sortie de prison. Oui, absolument. Ça crée vraiment un moment où tu peux te concentrer sur tes problèmes personnels, régler les choses et puis tranquillement peut-être te questionner sur ton avenir, reprendre l'école. On voit beaucoup de femmes qui retournent aux études ou qui font une formation spécifique. Puis après, il y a quand même, c'est un milieu de vie aussi, hein, donc ça fait que plusieurs femmes qui ont le même vécu, la même histoire, une histoire d'incarcération, c'est quand même, il y a un choc en fait chez les femmes vis-à-vis de l'incarcération. Les conditions quand même peuvent être assez intenses à vivre pour elles, le fait d'être coupée de la famille ou etc. Donc le fait de partager aussi cette histoire puis de pouvoir en parler en fait quand elles sortent, ça crée vraiment un sentiment d'appartenance puis ça permet après de peut-être un peu se guérir et puis de pouvoir entamer d'autres démarches plus spécifiques. Donc, est-ce qu'on dirait qu'il y a moins de femmes qui vont jusqu'à leurs 2/3 avec tout l'encouragement qu'on leur donne? Puis là, pour les gens qui nous écoutent, là, le 2/3, c'est normalement, tu sais, quand tu purges ta sentence là, en détention, le 2/3, c'est le maximum que tu peux faire en détention. Donc, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a moins de femmes qui font leurs 2/3? Ouais, là, on parle, faut faire, tu sais, quand on regarde, faut différencier les femmes qui ont des sentences de plus de 2 ans avec les femmes qui ont des sentences de moins de 2 ans. Ouais. Je vous dirais que si tu es dans un établissement fédéral et puis t'as une sentence de plus de 2 ans, je vous dirais que il est l'orientation on prépare vraiment les personnes à partir au moins du tiers à
demander une libération conditionnelle, une semi-liberté, là, qu'on appelle, puis on les oriente vers un centre résidentiel communautaire. Alors ça, c'est autant les femmes que les hommes. Je vous dirais, puis c'est vraiment un parcours là qu'on encourage. Les structures dans la communauté sont là, sont en place. Puis quand on parle de clientèle de 2 ans moins un jour, des femmes qui sont dans un centre de détention provincial, il faut comprendre que 70% de la population carcérale elle fait moins de 60 jours de prison. Moins de 2 mois. Moins de 2 mois. Ouais. Fait que donc, pour celles qui ont des peines de plus de 6 mois, ça représente que 12% de la population. Alors, l'enjeu, c'est que il y a un enjeu qui est lié au fait que plus la sentence est petite, moins de chances qu'ils ont de recevoir des services. Ouais, moins de Ils temps. restent moins longtemps en prison, donc même pour nous là qui donnons des programmes en prison, il a fallu s'adapter à ça. C'est-à-dire qu'on donne des programmes de façon très concentrée sur 2 semaines, parce que la 3e semaine, la 4e semaine, elle ne sera peut-être plus là. Alors, donc, ces femmes-là qui ont des courtes sentences peuvent avoir de graves problèmes psychosociaux. Moi, je dis souvent, petite sentence, gros problème. C'est plate à dire, mais c'est comme ça. Alors, moins d'accompagnement, moins de... Il y a moins de... C'est plus de besoins. Oui, plus de besoins. Donc, c'est plus difficile pour nous de les rejoindre à travers le programme de la maison de transition, parce que pour bénéficier du programme de la maison de transition, il faut que ta sentence puisse être assez de sentence pour te permettre de sortir au 6e et au tiers, puis pour pouvoir bénéficier de quelques mois dans nos ressources. Nos moyennes de séjour dans nos ressources pour les sentences provinciales tournent autour de 3 à 4 mois. Puis pour les clientèles fédérales, c'est d'à peu près de 6 mois et 6 à 7 mois. Alors, nous, on veut bien les recevoir, mais on a de la difficulté à les arrimer à nos programmes. Fait que, et donc, elles arrivent en prison, puis très peu de temps après, elles vont être remises en liberté parce que la sentence est très petite. Il y a beaucoup de clientèle de femmes dans cette catégorie-là qui retournent en prison pour des bris de conditions. Tu sais, les bris de conditions, là, c'est pas un comportement qui est judiciarisé. C'est une mesure administrative qui n'a pas été respectée, qui est judiciarisée. Fait que ça, comme ça quoi, voulez-vous nous donner des exemples? Comme par exemple, pas avoir respecté la condition elle peut avoir une condition de pas être dans tel périmètre, ça peut être ça, condition de pas avoir fait un programme qui a été exigé, la condition des fois se présente pas à ses rendez-vous avec l'agent de probation, des fois fait que c'est pas qu'elle recommet un délit, c'est juste qu'elle brise une condition administrative ou pénale. Tu sais, c'est ça. Puis on la remet en détention pour avoir fait ça. Que c'est comme si elle paye encore pour le délit qui est à l'origine, qui peut-être que ça fait 5 ans de ça là, que l'infraction a été commise. C'est ça. Ça fait que il y a une extension du filet pénal, tu sais, avec ça. Alors, on peut se poser la question, est-ce que le fait de les réincarcérer, est-ce qu'on n'est pas en train de contribuer encore à les appauvrir, parce que tu viens de milieu défavorisé, t'es défavorisé pour toutes sortes de raisons, t'es exposé à une forme de judiciarisation. Dans ça, si tu te retrouves, t'es souvent en situation de marginalisation, tu te refais réincarcérer pour des bris de conditions, puis c'est une vraie cercle vicieux. Qui il en finit plus. On appelle ça le phénomène des portes tournantes. Tu rentres et tu reviens en prison, tu rentres et tu reviens en prison. Tu peux faire ça sur plusieurs décennies. Il y a quelque chose socialement où on pourrait peut-être se poser la question, est-ce que on fait la bonne chose? C'est ça qu'on devrait se poser comme question. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de faire les choses différemment pour ces personnes-là? Parce que c'est vraiment ce qu'on appelle une forme de judiciarisation de la pauvreté. Ouais.
Ouais. Puis ce qui m'impacte beaucoup, surtout avec les courtes sentences, comme on disait, quand on parle de pénurie de logement, puis de pauvreté, là, si elle est là 2 mois en détention, elle a pas l'argent pour payer 2 mois de loyer, fait qu'elle perd son loyer, si elle en avait un, puis là, tu sors de détention, puis tu te retrouves dans la rue. Qu'est-ce que tu fais dans la rue? T'as besoin de manger. Qu'est-ce que tu fais pour manger? Tu sais, comme, c'est vraiment, c'est incroyable, là, on n'en sort pas, là. Ouais. On n'en sort pas. Puis, se sortir de ça, là, c'est pas simple. Parce que plus tu deviens, tu te marginalises, plus tes problèmes sociaux s'accentuent. Puis, à un moment donné, ces problèmes-là, ça t'amène toujours à faire les mêmes choses, être dans la même processus de résolution du problème, d'essayer de te sortir de ça. Ça prend des années avant de... Puis, ça prend de l'aide, en fait. Là, ça prend de l'accompagnement. Puis, c'est triste à dire, mais dans le contexte actuel, la prison devient la solution. Parce que les femmes se retrouvent dans une situation où ils sont pris dans ce cercle vicieux-là. Puis la prison, c'est un petit temps d'arrêt. C'est un petit temps d'arrêt. T'es au chaud, tu manges. Oui, c'est ça. Ouais. Tu te 3 pas par jour. Tu as un endroit où dormir. Éventuellement, tu te sèvres de ton problème de dépendance en prison. Tu peux... si tu es chanceuse, recevoir des services médicaux aussi un peu. Alors, tu sais, tu te refais une santé. Mais c'est pas l'idéal. Ça reste que ça reste. Ça vient. Une fois que tu ressors, si tu n'es pas accompagné, puis si il n'y a pas une prise en charge qui se fait quelque part, tu te retrouves encore dans les mêmes problèmes, tu comprends? Fait qu'à un moment donné, tu vas rechuter, tu vas retourner, tu vas reprendre le même chemin que tu as pris depuis longtemps. Alors, il faut un accompagnement. Alors, peut-être que la solution, ce serait d'éviter l'incarcération, puis peut-être que ce serait autre chose comme solution, mais il y a d'autres solutions. Moi, je pense que les centres résidentiels communautaires auraient un rôle à jouer là-dedans. Parce qu'au lieu de les envoyer en prison, ils pourraient carrément les envoyer directement. Comme dans les modèles de l'Europe du Nord, là, c'est beaucoup comme ça. En Europe, en tout cas, les pays scandinaves, je veux dire. C'est plus les maisons de transition là, qui sont... plutôt que la détention. Ça serait quelque chose qui... c'est sûr qu'on n'a pas les mêmes infrastructures qu'une prison, là. C'est-à-dire que la dame qui est en prison, elle n'a pas le choix de rester en prison, elle ne peut pas sortir de la prison. Les maisons de transition, c'est mieux ouvert. Mais il reste que, quand même, je suis convaincue qu'une grande partie serait capable de profiter de leur séjour, de leur sentence, au lieu que ça se fasse dans une prison, là, ça se fait dans un milieu ouvert. Puis je pense que à quelque part, ça serait certainement peut-être plus salutaire pour les femmes. Puis c'est une façon de briser ce cercle-là. Puis c'est aussi un moyen de travailler dans des approches communautaires avec en privilégiant la relation d'aide, en étant vraiment sur des principes d'intervention, tu sais, plus que de punition. Donc, parce que si on est avec des personnes, c'est comme on voit nous les femmes avec lesquelles on travaille, qui sont très appauvris par leur histoire de vie à de multiples niveaux, on va dire. C'est sûr que le fait d'être incarcéré dans des conditions quand même difficiles, ça va pas nécessairement arranger les choses. C'est donc alors que le travailler avec les services qui sont développés dans la communauté, et puis le Québec a quand même beaucoup un tissu communautaire qui est très fort et qui est quand même très développé et qui sait œuvrer et qui peut vraiment faire des différences. Tu sais, on le voit, nous on tisse des partenariats avec différents organismes, on essaye de beaucoup travailler là-dessus, essayer d'éviter
d'éviter de travailler en silo aussi, donc puis d'essayer de faire que la personne, elle a quand même un parcours à travers différents services qui sont existants dans les sociétés. Puis ça, c'est quand même c'est important de travailler de cette façon-là. Ouais. Est-ce que c'est un projet qui est sur la table? Là, on parlait de réduire, d'essayer d'éliminer le plus possible les cours sentences. Est-ce que c'est quelque chose qui est abordé? Ça commence on commence à en discuter. Je vous dirais que il y a quand même de plus de mesures de déjudiciarisation qu'il y en avait dans le passé. Par exemple, tout le programme des mesures de rechange fait par le Équijustice. Mais ça s'adresse à une clientèle qui est très peu judiciarisée. Mais je dirais que de plus en plus, il commence à avoir une discussion autour de... On se la pose, la question. Ouais. On se la pose. Je peux pas te dire qu'actuellement, le ministère de la Justice est en grande réflexion sur ça, là. Mais je pense qu'inévitablement, dans les années à venir, c'est quelque chose qui va finir par être regardé de façon plus... parce que c'est... Mais encore là, je vous dis ça, puis ça reste quand même, je suis, tu sais, j'espère, en tout cas, on va dire que je parle de façon positive, positivement, là, je souhaite ça, mais il y a un besoin. Mais les changements, souvent, dans le secteur pénal ou correctionnel, ça prend du temps avant que ça se fasse, on s'entend. Puis ça demande une réflexion. C'est aussi lié beaucoup à l'acceptabilité sociale. Hein? Les gouvernements, là, par rapport à la question liée, tout ce qui est question de justice ou de peine de prison, etc. Là, il est très frileux face à l'opinion publique. Ouais. Plus les gens dans la société vont questionner l'argent qu'on met dans les prisons, puis en disant est-ce que vraiment cet argent-là est optimisé, là? On peut-tu trouver d'autres mesures moins coûteuses puis peut-être plus efficaces? Tant que dans le public, là, la question liée à l'emprisonnement, les gens, ils sont dans un rapport amour-haine un peu. C'est-à-dire que la prison, parfois, est décriée comme étant pas la solution. Puis, il s'agit juste qu'il y a un événement qui choque les gens. Puis là, on va tout d'un coup se retourner de bord, puis on va demander plus de sentences, plus d'incarcération. Tu sais, les gens, par rapport à ça, ça reste, c'est émotif, hein. Ça suscite, ça peut être très polarisé. Puis les gouvernements, ben ils sont pas très aventureux dans des mesures comme ils sont plutôt conservateurs à ce niveau-là. Puis il faut dire aussi qu'au Québec, on est avec l'arrivée du gouvernement Harper, on est dans un ère où il y a eu beaucoup de durcissement au niveau des politiques pénales, puis on est encore là-dedans, tu sais, fait que oui, ça serait logique qu'on pense à remettre ça en question, ces petites sentences-là, mais en même temps, faut être réaliste, puis sachant tout ça, je le souhaite. Je le souhaite, mais je suis pas sûre que c'est quelque chose qui va se faire à court terme. Ouais. Puis est-ce que vous pensez que ça serait perçu différemment si, par exemple, on l'accordait aux femmes, étant donné que peut-être que le risque de récidive est moins? Tu sais, si on arrivait avec des statistiques puis qu'on se disait, bon, ben pour les femmes, on va vraiment proposer ça. Donc, on veut une justice alternative, les CRC, les centres résidentiels communautaires. Donc, vraiment diminuer le temps en détention. Quand on parle que c'est la majorité on parlait tantôt de statistiques, la majorité de la clientèle judiciarisée, c'est des hommes, est-ce qu'on se dit, ben voyons, on donne plus de privilèges à une minorité? Comment ça serait perçu, à votre avis? Est-ce qu'on pourrait faire ça juste pour les femmes, oui, pour les hommes, non? Est-ce qu'il y aurait une... on peut se poser la question de l'adaptabilité, en fait, sans nécessairement comparer. C'est pas parce qu'on attribue quelque chose à une minorité, en fait, que la majorité est lésée. Je pense qu'il faut voir les choses quand même différemment. Justement, il faut se poser des questions sur les besoins. En fait,
on n'a pas tous les mêmes besoins, c'est pas vrai en fait. Ce qui est bon pour moi n'est pas nécessairement bon pour toi. Donc ça c'est quelque chose qu'il faut accepter dans la société, puis il faut essayer de travailler, tu sais, c'est une ouverture. Non, est-ce que vous pensez qu'il y aurait une ouverture? Qu'il y aurait des revendications? Moi, je vais te dire que par rapport à ça, je vais dans prime abord, les gouvernements sont un peu frileux face à la question liée au genre. D'avoir des politiques genrées, là, c'est pas la grosse tasse de thé. Cependant, nous, on milite depuis longtemps pour une gestion correctionnelle spécifique aux femmes. Puis ça, cet aspect-là, je dirais, en tout cas, on le met en avant. Il faut dire aussi que le gouvernement libéral qui a précédé le gouvernement de M. Legault, la CAQ, s'est engagé, suite au transfert des femmes de la prison Tanguay à la prison Leclerc, s'est engagé à mettre en place un modèle de gestion correctionnelle spécifique aux femmes et avec un modèle d'infrastructure mieux adapté pour la clientèle provinciale, avec des infrastructures qui vont tenir compte des besoins particuliers des femmes, puis un modèle de gestion correctionnelle pour femmes. Alors ça, en soi, c'est une petite révolution, mais c'est pas fait encore. C'est pas fait encore, puis en même temps, c'est pour le secteur correctionnel, c'est difficile d'avoir des politiques genrées. Alors ça, c'est une contrainte qui est assez importante pour répondre à tes questions. Est-ce qu'on pourrait utiliser les femmes comme modèle pour projet pilote puis tout ça? Je te dirais bien sûr que oui. Parce que les femmes, c'est elles qui représentent le moins de risques au plan de la gestion du risque. Tu sais, c'est elles c'est avec elles qu'on pourrait commencer. Puis si pour rassurer la société aussi. Oui. Puis si ça marche bien avec les femmes, les hommes vont en bénéficier. C'est sûr ça, c'est sûr. Alors oui, hypothétiquement, là, si on avait nous trois là, à réorganiser le système correctionnel, on pourrait le faire de même. Parce que ça pourrait marcher. Les femmes sont une bonne clientèle pour des mesures de déjudicialisation ou des mesures alternatives à l'incarcération. Et nous, on est membre de l'Association canadienne des sociétés Elisabeth Frey. Ce groupe-là, c'est un groupe d'organismes qui sont toutes les sociétés à travers le Canada, et on est 24 à l'intérieur de l'association, puis on est toutes dédiées à la clientèle féminine, et c'est ce qu'on milite pour ça. On milite pour qu'il y ait moins de prison pour les femmes. On milite pour avoir d'autres types de mesures alternatives à l'incarcération. On milite même aussi pour un petit peu aussi abolir les prisons éventuellement. Mais ça, c'est un autre grand débat, là, tu sais. Mais il reste que les femmes seraient une des bonnes candidates pour ça. Ça, ça me paraît clair. Mais, c'est du travail. Ah, c'est énormément de travail. Changer les mentalités à ce niveau-là, là, c'est beaucoup de travail parce que, bon, il faut que la société suive, hein. Ça, ils sont sensibles à ça, les gouvernements. Puis d'autre part, le secteur correctionnel, c'est un secteur qui est très conservateur. Puis les hommes, les personnes, les décideurs politiques, là, c'est pas, tu sais, on peut faire un bout de chemin pour la pauvreté des personnes âgées, des enfants en difficulté, tu sais, on peut, mais défendre des personnes qui ont commis des délits, là, puis exiger des meilleures choses pour elles, là, pour ces personnes-là, là, c'est pas vendeur. Il y a personne qui va va mettre en question sa carrière politique pour des personnes judiciarisées. Fait que les politiciens et politiciennes d'instinct, ils savent que
quand on est dans ce domaine-là, là, on est dans du terrain miné un peu. Oui, donc. parce que comme on a dit, c'est polarisé au niveau de l'opinion publique. Tout à fait. Puis pourtant, tu sais, c'est qu'on pense pas à l'investissement à long terme, tu sais, on pense pas... On pense pas non plus à la vision de qui on veut comme voisin. Enfin, en fait, c'est une question c'est une question collective, en fait. C'est une question sur laquelle on devrait, en fait, collectivement, repenser, en fait, l'incarcération, puis comment, en fait, ça aurait des conséquences sur notre façon de vivre les uns avec les autres. Ça, c'est sûr. Puis... Mais on n'investit pas beaucoup dans la prévention. On investit après, quand les choses vont mal, tu sais, on fait pas de prévention. On met très peu d'argent dans la prévention, mais on est tous d'accord pour la prévention. On est tous d'accord pour des politiques de prévention. On nous dit, je suis d'accord avec ça. Mais quand c'est le temps de mettre de l'argent dans ta poche, puis de mettre de l'argent sur la table pour ça, là, tous les secteurs de prévention sont sous-financés. On n'arrive pas à compter c'est quoi les impacts. On veut tout le temps du résultat. Donc là, la prévention, c'est difficile de la quantifier. C'est du travail qualitatif. Et puis c'est ce que fait le milieu communautaire aussi. Alors qu'en fait, on le voit que ça a vraiment un impact sur le long terme. Pour un peu documenter la... Ton micro. Oh. Excuse-moi. Mon ami. Pour documenter la question comment les changements se font tranquillement, comment ça prend du temps changer les choses dans le secteur où on est. Quand ils ont construit la prison Kingston en 1934, un an après la construction de cet établissement-là, qui était le seul établissement pour les personnes pour les femmes ayant des sentences de plus de 2 ans au Canada. En 34, il n'y en avait qu'un. Puis elles étaient à Kingston. Que tu habites en Colombie-Britannique, dans les Maritimes, au Québec, tu allais faire ta sentence-là. Cette prison-là, elle a été, dès 12 mois après son ouverture, il y a eu une 60aine de commissions d'enquête royales canadiennes qui ont demandé à ce que cette prison-là soit fermée. Parce que quand la construction de cette prison-là, c'était un monstre architectural. Les femmes qui ont vécu durant tous ces années-là, qui ont été incarcérées dans des conditions vraiment extrêmement difficiles, ça a été construit sur le modèle des prisons du 18e siècle. C'est un vieux relent, c'est une erreur de construction. Alors, ça a pris 66 ans pour la faire fermer, la prison. Elle a fini par être démolie en 2000. Puis tu sais, commission d'enquête royale, là, c'est pas des militants de gauche, là. C'est des gens qui viennent de tous les milieux politiques, etc. Puis ils recommandaient, ils exigeaient que cette prison-là soit fermée, mais ça a pris autant de temps. Alors, c'est pour vous dire que dans le milieu où on est, les changements se font, ça prend du temps. Alors, c'est ça. Fait que il faut persévérer, il faut garder l'espoir, puis il faut puis moi je fais assez d'années que je travaille dans le milieu pour savoir que des fois il y a des avancées, c'est souvent des fois il y a des petits reculs si par exemple les politiques pénales dans les changements de gouvernance par exemple on arrive à, ça dépend quelles personnes sont au pouvoir. Si on des politiques plus conservatrices, ben là on perd du terrain. Ils peuvent être remplacés par des personnes qui ont une ouverture plus grande, c'est plus facile, on avance un petit peu. Mais c'est ça, faut pas s'attendre à des changements de jour au lendemain, puis ça se fait tranquillement pas vite. En tout cas, je pense qu'au quotidien, vous faites un travail exceptionnel, puis je suis certaine que vous changez la vie de ces femmes-là à votre manière, puis des fois, on le voit pas nécessairement du jour au lendemain, mais tu sais, vous semez des graines, puis je pense que ça finit par fleurir. Donc, je pense qu'on va s'arrêter là-dessus, mais vraiment, là, merci beaucoup pour votre travail, puis tu sais, Ruth, depuis toutes ces années, puis Anne-Céline aussi, là, ça fait
quand même plusieurs années que tu es investie auprès de la société. Alors vraiment, je suis vraiment contente qu'il y ait un organisme qui se concentre là, particulièrement, exclusivement sur la clientèle féminine qui a des besoins différents, comme on a dit. Donc vraiment, c'est ça. Je pense que faut rester positif, faut avoir de l'espoir, puis faut y aller petit à petit. Puis je pense que quotidiennement, vous faites des actions qui ont un impact, même si c'est pas nécessairement tout le temps sociétal, dans le sens que du jour au lendemain, toutes les politiques vont changer. Ben dans la vie des femmes, concrètement, je pense qu'il y a quelque chose qui se fait, puis c'est beau à voir. Est-ce que vous aviez un dernier quelque chose à dire? C'est important de changer notre vision, en fait, en tant que citoyen, sur les personnes et les femmes judiciarisées. Ça serait bien de faire un petit bout de chemin là-dessus, puis d'être une société plus inclusive. Ouais. Puis je pense que c'est ça aussi l'idée du balado, tu sais, de faire connaître des perspectives différentes, puis en espérant que, tu sais, les échanges qu'on a ensemble là, vont pouvoir aller toucher le plus de personnes possible, puis des gens qui, justement, étaient même pas... Des fois, c'est même pas un manque d'ouverture, c'est juste une méconnaissance complète de la situation. C'est... Faut rappeler aux gens que changer quelque chose, là, changer un comportement, là, juste prendre la décision d'arrêter de fumer, par exemple, c'est difficile. Alors, quand tu changes un comportement qui a été un comportement avec lequel c'était ta façon à toi de t'adapter, tu sais, de réussir à te maintenir la tête au-dessus de l'eau, même si la solution était pas positive, là, changer ça, là, des fois, c'est le parcours de toute une vie. Alors, il faut penser que ça prend du temps, puis ça prend de l'aide, ça prend des ressources. Puis pour la personne, là, c'est un travail qui se fait une journée à la fois. Hein? Nous, on croit beaucoup à la théorie des petits pas. Un pas en avant, un pas à la fois. Puis si on reste si motivé à travailler puis dans ce secteur-là, c'est parce que on côtoie des femmes qui, au quotidien, nous font comprendre nous aident je veux dire, on nous motive à le faire, tu sais, fait que... Puis nous impressionnent par leur capacité de changer. Oui, ils sont résilients, c'est incroyable, incroyable. Mais nous, on a la chance de le voir, tu comprends-tu? Pour nous, c'est pas une statistique, puis c'est pas un fait divers, c'est un être humain, qui a plein de potentiel, qui a plein de qualités, mais aussi il y a une partie qui peut avoir des zones d'ombre, puis qui peut avoir aussi un petit côté autodestructeur. Mais les femmes, c'est surtout elles se nuisent à elles-mêmes, tu sais, dans le fond. C'est pas un risque pour la société, elles représentent pas un risque social, mais elles peuvent avoir des comportements autodestructeurs envers elles-mêmes. Mais si elle est accompagnée, c'est toute une autre femme, tu sais, c'est une femme qui est en devenir, qui a plein de ressources. Puis on est beaucoup aussi très porté dans la société à mettre le doigt sur les failles, les difficultés. Nous, on essaye un petit peu plus de travailler sur les forces. On met le doigt sur la force. On lui dit pas, ah oui, t'as des difficultés avec ça. On dit, ah oui, regarde, t'es bonne là-dedans. On met l'accent là-dessus. Puis ça fait la différence. Puis avec les femmes, ça marche bien. Ça marche très bien, ouais. Merveilleux. Merci beaucoup pour tout, puis vraiment, bonne continuation. Merci beaucoup. Merci de l'invitation. Avec plaisir. Le balado-diffusion Les Voix de la réhabilitation est produit par l'Association des services de réhabilitation sociale du Québec. Les épisodes sont co-réalisés par Jules Grégoire Moisan et Mélina Plourde et sont animés par moi-même, Mélina. Finalement, l'enregistrement des épisodes s'est fait au studio chez Denise à Montréal. Cet épisode complétait la 2e saison du balado Les Voix de la réhabilitation. Merci d'avoir été avec nous jusqu'à la fin. Si tu as aimé l'épisode et même la série au complet, merci de le partager sur tes réseaux sociaux et de laisser un avis de 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Ce fut un réel plaisir d'animer et de co-réaliser aux côtés de mon collègue Jules cette nouvelle saison ayant un nouveau concept d'enregistrement chaleureux et organique. J'espère vraiment que tu as apprécié et que tu vas pouvoir en parler à tout le monde. Merci d'avoir été là et à bientôt la gang.